Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année et sans gouvernement ni parlement en action, eh bien 2017 sera entamé sans loi de finances. Quel serait l'avenir pour ce projet de loi de finances sans gouvernement et avec un parlement à l'arrêt? Quelles sont justement les principales orientations de cette loi de finances? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Mohamed Boussaïd, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes notre ministre de l'économie et des finances, bienvenue. Merci. Également sur ce plateau, Saïd Khairoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président ou ancien président de la commission des finances à la première chambre, bienvenue à vous aussi. Merci. Également sur ce plateau, pour parler de ce projet de loi de finances et du budget 2017, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Hassan Al-Arafi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes professeur des finances publiques à la faculté de droit de Rabat Agdal et également ancien magistrat à la Cour des comptes. Et j'ai également le plaisir de recevoir mon confrère, journaliste économique, Nabil Tawfer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Alors, 76 jours se sont écoulés depuis les élections législatives. Nous n'avons toujours pas de gouvernement. Les activités des élus, je viens de le dire, sont à l'arrêt. Alors, sans parlement ni gouvernement, messieurs, faut-il s'inquiéter? Bon, d'abord, je voudrais corriger quelque chose. Vous avez à 3 reprises, vous avez dit que nous sommes sans gouvernement et vous me présenter en tant que ministre de l'économie et des finances. Et je suis accessoirement également ministre de l'équipement, des transports et de la logistique par intérim. Oui, par intérim. Il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement de gestion courante, certes, parce que depuis, bien sûr... Voilà, c'est cela la... Voilà, non, donc il y a un gouvernement... C'est cela la nuance, non, de gestion voilà, des choses courantes. Mais il y a un gouvernement... Oui, oui, parfaitement. Qui travaille. C'est vrai, gestion courante, mais qui travaille. Il y a aussi un parlement qui a été, disons, les députés ont été donc élus. Bon, mais c'est vrai que nous vivons effectivement une situation, j'allais dire, transitoire. Notre pays, dans l'ancrage démocratique et de respect, bien sûr, de ces échéances, a organisé des élections le 7 octobre. Il a annoncé les résultats le 8 octobre. Le 11 octobre, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a nommé un chef de gouvernement. Ce chef de gouvernement a entamé des tractations, des négociations, et nous sommes justement dans cette phase. Et bien entendu, pendant cette phase, qui est une phase, j'allais dire, somme toute normale, au lendemain des élections, il y a un gouvernement qui est en train de se préparer. Alors je pense que le sujet, c'est pas aujourd'hui, de mon point de vue, bien entendu, les institutions fonctionnent. Je pense que le sujet aujourd'hui qui est important, qu'on va expliquer, c'est que prévoit le législateur dans ce cas de figure quand il y a un projet de loi de finances qui n'est pas voté, promulgué à la fin de l'année, c'est-à-dire 31 décembre 2016. Qui est la date butoir. Voilà. Oui, Monsieur Larafi. Oui, je rebondis à ce qu'avait signalé Monsieur le ministre. C'est que ça, c'est pas un cas inédit au Maroc. D'abord, sur le plan juridique, déjà le pouvoir constituant, il prévoit des dispositions là-dessus. L'article 88, lorsque le gouvernement n'est pas investi, donc il y aura un gouvernement de conduite des affaires courantes. En plus, il y a la loi organique relative à la conduite des affaires de gouvernement, c'est l'intitulé l'article 36-37. Il prévoit ce cas que pour assurer la continuité de services publics et des affaires gouvernementales, donc un gouvernement dont faisait partie déjà Monsieur le ministre des Finances et assure par intérim la prise en charge d'autres départements. Et l'on est de même au niveau de la loi organique des finances, notamment les paragraphes 4 et 5 de la loi organique de l'article 75, qui prévoit ce qu'on appelle les décrets d'avance que vient d'adopter le chef de gouvernement dans son conseil, je pense la semaine passée. C'est le jeudi 15 décembre. Voilà, le 15 décembre, et qui prévoit que le gouvernement, par cette mesure de décret d'avance, il peut prévoir des crédits pour autoriser des dépenses nécessaires à la bonne marche des services, et aussi prévoir l'autorisation de la possibilité de percevoir et d'assurer le recouvrement des recettes publiques suivant les nouvelles dates qui sont prévues dans la loi de finances. Donc sur le plan juridique, le législateur marocain a déjà prévu les mesures nécessaires pour faire face à ce genre de situation qu'on peut le trouver, qu'on a dans plusieurs pays. Sur le plan empirique,
en pratique, c'est un cas que nous avons vécu déjà au gouvernement de Abbas Fassi, je présume. Les élections ont été de 25-11, mais le gouvernement n'a été investi que le 3-12, si ma mémoire est bonne. Donc, il ne faut pas trop diaboliser la situation. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter sur le plan. C'est l'objet de ma question. Mais il y a des choses qu'on peut discuter sur le plan de compte. Voilà. Monsieur Khairoun. Si vous permettez, comme m'a dit Monsieur le ministre, ce n'est pas la première fois. Donc, c'est déjà vécu la même situation en 2012. Donc, l'année 2012 a connu le vote de deux projets de loi de finances, 2012 et 2013. Donc, au niveau constitutionnel, c'est déjà prévu à l'article 75. Donc, on y part. Au niveau de la loi organique, de la loi de finances, l'article 50 prend les mêmes termes de la Constitution, en ajoutant aussi. Donc, de même, il y a des spécificités là-dessus, c'est que le projet de loi de finances a été proposé par un gouvernement. Oui. Certes, c'est la fin de la législature. Et en même temps, ce décret qui a été pris sur la base et les données du budget qui est déposé le 6 octobre au Parlement. Donc on est là dans un projet de loi avec deux différences. Ce qui n'a pas été discuté au sein du Parlement. Oui. Du Parlement. Voté, donc, Ça, on va pas parler là-dessus. La deuxième chose, c'est que la seule exception au niveau de l'exécution, c'est que n'exécute pas s'il y a l'annulation des taxes et impôts. Même les propositions concernant la diminution des taux des impôts va être appliquée sur la base de la nouvelle proposition. Donc la seule différence, c'est au niveau de l'annulation des taxes et impôts qui ne sera pas exécutée. Donc le projet de loi pourra peut-être être rediscuté s'il y a un nouveau gouvernement. Exactement. Donc c'est ce qui pourra être rectifié dans ce projet de loi de finances. Donc pour les scénarios, pour le projet de loi de finances, il y a 2 ou 3. À mon avis, selon la formation de la coalition gouvernementale qui sera proposée à Sa Majesté, donc là-dessus, on parlera de quel scénario on va faire. Est-ce qu'on va retenir le même projet de loi avec une loi de finances rectificative, ou bien on va retirer ce projet de loi avec une autre proposition du projet de loi. Nous reviendrons sur ces scénarios. Une question qui revient. On parle de loi de finances, on parle de décret. À quoi servirait une loi de finances si on peut gérer les finances d'un pays à travers des décrets? Justement, par rapport à cette question, j'aimerais bien, premièrement, rebondir par rapport au précédent, qui est le fait d'entamer un mandat gouvernemental sans avoir une loi de finances. On a dit que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le cas de figure qu'on a sorti, c'est 2012, je pense. Après donc c'est la deuxième fois qu'on a un cas de figure. Il y en avait d'autres fois, à l'époque de... De mémoire de journaliste, j'ai pas vraiment souvenir, parce que ce dont je me souviens plus précisément, c'est que les gouvernements étaient sous une pression pas possible à l'approche de la validation de la loi de finances. On était en branle, et que, comme quoi, c'est quelque chose qu'il fallait sortir absolument. Ça, c'est un premier point. Par rapport à la question de ma confrère, certes, il y a un côté technique de la loi de finances. Je pense que c'est pas à ce niveau-là qu'il faut situer le débat, parce qu'avant tout, avant que ça soit une loi, c'est un engagement que prend le gouvernement vis-à-vis des citoyens. Et c'est l'expression concrète de ses choix, de ses orientations, qui sont à la fois politiques et économiques. Et c'est une certaine vision de ce qu'il veut faire du pays pendant son mandat. Donc ça ne peut pas être limité à tout ce qui est processus technique pour sortir des lois, pour sortir des mesures de dépenses, etc. Et bon, poussons peut-être le raisonnement au bout. Si aujourd'hui on peut gérer la situation avec des décrets, pourquoi on avait besoin de loi de finances avant? Alors on va répondre à cette question. Monsieur le D'abord, ministre. pourquoi on se trouve dans cette situation? Parce qu'il y a un télescopage entre l'agenda électoral et l'agenda budgétaire. Parfaitement, oui. La loi de finances, ou le projet de loi de finances, il est encadré dans son élaboration, dans son examen par, bien sûr, le gouvernement et son adoption par les grandes lignes par le Conseil des ministres, dans son dépôt au niveau du Parlement par la Constitution, qui dit la chose suivante, que n'importe quel gouvernement doit déposer le projet de loi de finances au Parlement
avant le 20 octobre. Chose qui a été faite. Mais pour le déposer le 20 octobre, il faudrait un travail de plusieurs mois de 9 en mois, amont en principe. pour négocier avec les départements, pour fixer les priorités, pour élaborer ce projet de loi de finances qui est lourd. Donc, pour arriver le 20 octobre. Et bien sûr, l'adoption et le passage au niveau du Conseil de gouvernement, au niveau du Conseil des ministres. Cette année, comme d'ailleurs vous avez parlé de 2012, il y a les élections au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce gouvernement sortant a bien respecté la Constitution, puisque le projet de loi de finances 2017 a été déposé au Parlement des deux chambres le 6 octobre. Donc, c'est-à-dire bien avant l'échéance fatidique du 20 octobre. La loi de finances n'est pas uniquement encadrée par la Constitution, elle est encadrée par la loi organique des lois de finances qui découle de la Constitution, qui est une loi organique extrêmement avancée dans son articulation. Je pense que nous avons l'une des lois organiques des lois de finances que ce gouvernement d'ailleurs a adoptée il y a 2 ans, j'allais dire les plus avancées sur le plan budgétaire au niveau mondial. C'est une première, une loi organique. C'était une loi organique des lois de finances. Peut-être qu'on reviendra, c'est peut-être pas le sujet. Donc, que dit la Constitution sur ce côté législatif. Que dit la Constitution et que dit la loi organique des finances? Pour répéter, c'est la Constitution et la loi organique des lois de finances a prévu cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Si le 31 décembre d'une année X, nous n'arrivons pas à avoir, disons, une loi de finances votée au Parlement, il y a le recours au décret. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc nous avons adopté le décret le 15 octobre, vous l'avez dit, un décret qui autorise l'ouverture des crédits budgétaires, et là je dois insister, l'ouverture de tous les crédits budgétaires conformément au projet qui est déposé au niveau du Parlement. Alors quand je dis tout, ça veut dire les crédits de fonctionnement, les crédits d'investissement, tous les crédits, tout support du crédit, budget général, comptes spéciaux de trésor et SEGMA. Autrement dit, techniquement, budgétairement, le passage au 1er janvier, il n'y aura aucun changement au niveau de la marche de tous les services publics. Et bien sûr, un deuxième décret qui autorise la perception de l'ensemble des recettes, y compris les mesures qui sont déposées au niveau du projet, enfin qui sont contenues au niveau du projet de loi de finances déposé au Parlement. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, la question, je pense qu'elle n'a pas de sens. Parce qu'un pays a le droit, bien sûr, a le devoir, pour que sa loi de finances qui régule et qui réglemente l'ensemble des finances publiques pour l'année budgétaire, que ce soit débattu, discuté, amendé au Parlement. Donc il y a besoin d'une loi. Le recours à un décret, c'est bien sûr un recours pour une période dans laquelle, encore une fois, dans des situations comme celle dans laquelle nous nous trouvons, et quand le prochain gouvernement sera installé, il a l'obligation, et je pense que c'est l'une des, j'allais dire, des priorités, d'aller. Alors après, il y a plusieurs scénarios. Il peut reprendre le projet et le redéposer. Il y a une période d'1 mois de ces débats et de ces discussions autour de ces projets de loi de finances. Il y a un nouveau gouvernement. Alors après le nouveau gouvernement, déjà sur le plan, j'allais dire, stratégique et de son choix, il peut reprendre ce projet, l'amender, le redéposer. Tout à fait. Il peut aller discuter ce projet et l'amender au Parlement. Tous les scénarios sont possibles. Mais l'obligation de faire adopter une loi de finances au cours de l'année 2007 est bien entendu inévitable. Et on ne peut pas dire qu'on peut se substituer par décret à une loi de finances. On le fait dans ce cas d'espèce, dans ce cas de figure, pour assurer encore une fois la continuité budgétaire de l'ensemble et de la marche des services publics. Et encore une fois, je voudrais dire à tous les citoyens, aux entreprises, que sur le plan budgétaire, rien ne va changer. C'est-à-dire c'est comme si on avait effectivement un projet de loi de finances. Maintenant, matériellement, concrètement, quand le prochain gouvernement sera en place, il aura encore une fois l'obligation d'aller le discuter et faire adopter ce projet au niveau du Parlement. Est-ce que le citoyen, donc à travers les parlementaires qu'il a lui-même portés sous la coupole du Parlement, est-ce qu'il est impliqué dans l'élaboration de ce projet de loi de finances? Alors d'abord, c'est quoi un projet de loi de finances? Parce que c'est très important pour que nos téléspectateurs comprennent. C'est un instrument, effectivement, d'expression politique des priorités économiques et des orientations économiques et de politique de gouvernement. Ça, c'est effectivement indéniable.
qui découle, bien sûr, des choix qui sont faits, mais il découle aussi de la conjoncture, De réalité. de la conjoncture nationale et internationale, des réformes que ce gouvernement voudrait entreprendre. Et cette loi de finances, ce n'est pas uniquement le budget, pour rappeler, ce n'est pas uniquement des chiffres. Il y a une différence, il y a une différence. Bien sûr, Oui. une loi de finances, ce n'est pas le budget des chiffres, c'est aussi des mesures au niveau de la fiscalité, au niveau des instruments, donc des instruments politiques et économiques que le gouvernement mettra en place. Donc c'est effectivement l'expression d'une dimension politique dans le projet de loi de finances. Alors nous nous retrouvons dans une situation, effectivement, il y a un gouvernement sortant qui a préparé un projet qui est au Parlement. C'est pour ça que j'ai dit, le futur gouvernement, il a le choix de le porter, de le défendre, parce qu'une loi de finances, enfin un projet, n'est réellement une loi de finances promulguée que si le Parlement le vote avec les deux chambres, l'adopte, et qu'il est promulgué. Tant que nous ne sommes pas dans ce cas-là, je veux dire, tout est possible. Donc le gouvernement qui va venir peut avoir effectivement plusieurs choix. Mais ce que je voudrais encore une fois insister sur un point, c'est que le 31 décembre vont être publiés les 2 décrets concernant les autorisations d'ouverture des crédits budgétaires et de perception des recettes, conformément à la réglementation, à la législation en vigueur. Deuxièmement, toutes les mesures qui sont proposées dans le projet de loi de finances rentreront en vigueur à partir du 1er janvier. Donc, Sans être votées. Sans être votées. Très bien. C'est-à-dire il y a l'IS 0 pour les entreprises industrielles pendant 5 ans. Il y a le statut d'exportateur indirect pour les exportateurs indirects pour bénéficier des exonérations. Il y a des mesures extrêmement, j'allais dire, importantes, comme l'exonération effectivement de la TSAVA, de la vignette pour les véhicules hybrides et électriques. Et ça, et bien sûr, ça c'était l'expression et la volonté et la proposition du gouvernement sortant. Le gouvernement qui va venir peut les maintenir, peut les changer, mais en tout cas, c'est au Parlement, c'est le Parlement qui a le pouvoir. Donc pas dans l'élaboration, mais en tout cas dans la promulgation de ce texte. Alors aujourd'hui, ça va entrer en vigueur. La question c'est, une fois que la loi de finances, enfin le projet de loi de finances est voté, s'il y a des changements par rapport au projet, enfin au décret, bien entendu, ce qui prime, c'est la loi. Bien sûr. Et on s'adaptera à ce que disons, on s'adaptera aux mesures qui vont être adoptées, modifiées, amendées par le Parlement. Donc techniquement, encore une fois, je répète, il y a une continuité parfaite sur le plan budgétaire et technique de l'ensemble du budget. Le citoyen, les entreprises, les administrations ne sentiront pas sur le plan fonctionnement de changement. Bien entendu, en attendant l'adoption de la loi de finances, on va voir ce que le Parlement va adopter et bien entendu les mesures qui vont être retenues ou amendées vont être bien entendu changées dans le projet actuel. Avant de passer aux orientations de ce projet de loi de finances, peut-être que M. Lalafi voulait rebondir sur brièvement avant qu'on passe à la pause pub. Certes, la loi de finances ou le projet de loi de finances est fermement encadré par des procédures, que ce soit par la Constitution, la loi organique, etc. Seulement, je pense qu'il faut, on ne doit pas le réduire à une simple procédure. C'est une politique chiffrée du gouvernement. Si on lit très bien l'article 77 de la Constitution, par exemple, pour les budgets d'investissement, qui sont estimés à 62 60 000 crédits de paiement, dans une enveloppe globale de 190 milliards pour l'ensemble pour les établissements publics et les collectivités locales, mais le pouvoir constituant, il les a liés au plan stratégique de gouvernement. Ce que les crédits d'investissement devront ressortir d'un plan stratégique de gouvernement qui n'existe pas encore. Alors, il y a des chiffres sonores qui sont publiés par le projet de loi de finances, tels que les autoroutes 1,2 milliard, 10 milliards pour les projets sociaux, 20 milliards pour les ports, etc. Ce sont des décisions très importantes qui ont été prises dans une phase transitoire. Et donc, je ne sais pas quelle est la vision du programme gouvernemental prochain, et comment il pourrait procéder à des amputations, à des réaffectations dans des constitutions. Donc la loi de finances, elle reste toujours un document solennel qu'on doit lui donner sa pesanteur constitutionnelle et pas uniquement un document comptable. Très bien.
D'où le sujet de cette émission. Nous allons revenir à la discussion juste après cette petite pause. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à nouveau. Si vous nous rejoignez, bienvenue à l'Hebdo Éco qui est consacré aujourd'hui au projet de loi de finances, à la loi de finances, j'allais dire, un projet qui attend toujours d'être adopté par le Parlement, un Parlement, rappelons-le, qui est à l'arrêt, qui n'est pas vraiment en action, sans gouvernement non plus. Nous discutions juste avant la pause pub de ce point très intéressant qu'a soulevé M. Laharafi qui concerne le programme stratégique du gouvernement, en parlant de ce projet de loi de finances. Monsieur Khairoun, vous vouliez peut-être rebondir là-dessus. Non, simplement, je voulais dire que c'est par expérience. Par expérience, les amendements au niveau du Parlement s'attaquent aux dispositions de la loi de finances. Il n'a jamais eu lieu de revoir les orientations. Et même les montants concernant les budgets des ministres, ça n'a pas été l'occasion de les revoir. Moi, je suis parlementaire depuis 2002, donc la seule chose... Et pour vous, c'est positif ou c'est négatif? Non, parce qu'il y a eu un problème qui s'est posé au niveau de la discussion de la loi de finances au Parlement. Parce que la loi organique de la loi de finances même stipule qu'on ne peut amender, qu'on ne peut voter le budget de la deuxième partie qu'après le vote de la première partie, c'est-à-dire les recettes. Mais quand on vote les recettes, et il y a des amendements qui touchent la deuxième partie, donc on n'a pas le droit parce que chaque amendement qui va au niveau de l'investissement aura un impact sur l'équilibre du budget. Donc, et le gouvernement, parce que c'est posé 2 ou 3 fois au Parlement, on a eu l'occasion de revoir cette situation au niveau du règlement interne du Parlement. Mais comme j'ai dit, donc, il y a eu simplement des amendements au niveau des dispositions fiscales et douanières, mais cette année-là, il y a des dispositions fiscales qui sont très, très importantes, et surtout au niveau de l'orientation de la transformation structurelle de l'économie marocaine au niveau de l'industrie. Alors, justement, puisque vous parlez de cela, M. Khairoun, nous allons parler de cette loi de règlement. Je vais juste rappeler à nos téléspectateurs ce que c'est. Donc, c'est un des types des lois de finances. À la fin de chaque exercice, elle arrête le montant définitif des dépenses et des recettes de l'État et le résultat financier, bien sûr, qui en découle au Maroc. Eh bien, nous avons un certain retard sur ces lois de règlement. C'est pas le cas. C'est pas le cas maintenant. Non, on va d'abord expliquer ce que c'est qu'une loi de règlement. Bon, j'ai donné une brève voilà. Donc, définition. une loi de finances, c'est une loi qui autorise. Bien entendu, je parle de la partie budgétaire. Donc, il y a les crédits de fonctionnement, schématiquement, il y a les salaires, il y a les fonctionnements, il y a l'investissement, il y a la dette. Pour rester... Bien entendu, il y a les administrations qui travaillent. C'est très compliqué comme processus. Parce que quand ça arrive au Parlement, il y a déjà eu des étapes extrêmement importantes que, bien sûr, le gouvernement entreprend, le ministre de l'économie et des finances au nom du gouvernement, parce qu'il faut faire des arbitrages avec chaque département, il faut reclasser les priorités, il faut être conforme à la politique et à l'orientation du gouvernement, il faut tenir compte des contraintes, parce qu'in fine, je parle de la partie budgétaire, in fine, il faudra ressortir avec un équilibre et un déficit donné. Et là, je dois dire que ce gouvernement, le gouvernement sortant, depuis 3 ans, nous avons fait un travail extraordinaire en matière de réduction des déficits et de retour à l'équilibre progressivement donc, du cadre macroéconomique. Le déficit a été divisé par 2 entre 2013 et 2016. Le déficit du compte courant, enfin le déficit extérieur a été divisé par 3. On est passé d'un déficit de compte courant de la balance paiement de 9,6 à 2,2. Bref, donc il y a un processus. Donc quand ça arrive au Parlement, la Constitution dit également une chose importante, c'est que l'équilibre budgétaire, c'est la responsabilité commune du Parlement et du gouvernement. Bien, à la fin de l'année, c'est comme dans une entreprise, il y a l'arrêté des comptes. D'accord, donc on sait qu'est-ce qui a été dépensé, qu'est-ce qui a été reporté. Et ceci, ça prend peut-être 1 an avant la loi organique.
il y avait des retards pour présenter la loi de règlement et ça pouvait avoir 4, 5 ans et parfois même 6 ans. Elle date de 2008. Hein. Nous sommes encore sur celle de 2008, par exemple. Non, Je donne juste un exemple. Non, madame. Aujourd'hui... Il y en a une à 2013, mais elle est calquée sur celle de 2008. Non, aujourd'hui, nous avons introduit au Parlement la loi de règlement de 2013. De 2014. Aujourd'hui, elle est au Parlement. C'est-à-dire qu'il y a, j'allais dire, 2 ans de décalage. Ce qui est tout à fait normal pour retraiter donc l'ensemble des... La loi organique prévoit un délai pour le dépôt. présente le bilan du gouvernement. Non, pas le bilan, c'est la loi organique qui est en fait... encore une fois, l'arrêté des comptes, pour être plus le bilan financier. Le bilan financier. Alors, la loi de règlement, c'est une des lois de finances. Voilà. Parce qu'il y a les lois de finances initiales, il y a les lois de finances rectificatives, il y a la loi de règlement. Autrement dit, c'est comme le bilan pour une entreprise. Oui. C'est-à-dire l'État, il rend compte pour le Parlement comment il a exécuté son budget. Mais la particularité de cette loi de finances, c'est que... Loi de règlement. Cette loi de, loi de finances. Il coïncide avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi organique des finances, notamment l'article 66, qui explique qu'est-ce qu'on entend par loi de règlement dans sa nouvelle forme. Ce n'est plus le cadre comptable de la loi de règlement dont avait parlé Monsieur le ministre, dont le gouvernement a fait un grand effort pour éponger les retards accumulés depuis 10 années pour leur apurement. Mais on sait très bien que c'est le moment crucial durant lequel le gouvernement rend compte. Malheureusement, et ça il faut le dire haut et fort, malheureusement, moi j'ai fait une petite étude sur les lois de règlement au Maroc pendant 10 ans. Le meilleur score pour voter une loi de règlement, c'était 29 personnes. Le minimum, une seule personne dans la commission. Pour la commission. Pour la commission. C'est misérable. Oui, c'est très peu. Le plus important aussi, c'est qu'aujourd'hui, les projets de loi de règlement, ils devront être accompagnés d'un certain nombre de documents, qui sont l'annexe, les crédits supplémentaires, le rapport annuel de performance, et qui a été exclu des nouvelles dispositions de la organique qui vont entrer en vigueur progressivement. Mais moi j'ai demandé la loi organique parce que normalement l'article 56 a compté de 2020. Donc d'ici 2020, les départements devront on aura un nouveau gouvernement d'ici là. Le rapport sur les ressources affectées et le rapport sur l'audit de performance. Très bien. C'est pour mettre là sur la loi de règlement. Sincèrement, la discussion de la loi de règlement au Parlement n'a jamais été comme c'est le cas pour le projet de loi de finances. La discussion de la loi de règlement, parce qu'il y a eu des cas de figure. Oui, non, parce que quand il y a eu un retard, le ministre ou bien le gouvernement qui a proposé la loi de finances, c'est plus le gouvernement là où laquelle on va discuter. Mais sincèrement, ni au Parlement, ni avec le gouvernement, la discussion de la loi de règlement a eu une discussion très importante. Très importante. On donne beaucoup d'importance au projet de loi, au projet de loi de finances, mais pour la loi de règlement, il n'a jamais eu une discussion. Actuellement, la loi de règlement n'est plus discutée au sein de la commission des finances, elle est discutée dans une autre commission que le Parlement a créée, qui est chargée de contrôle des finances publiques. Là, actuellement, il y a un travail qui a été fait avec la Cour des comptes pour la discussion de cette loi de finances. Juste par comparaison, en France, on ne peut pas voter de loi de finances sans avoir validé en absence en tout cas de loi de règlement. Nous allons entrer dans le vif du sujet parce qu'il faut tout de même rappeler les principales orientations de ce projet de loi de finances. Alors, bien sûr, monsieur le ministre. Encore une fois, la particularité, c'est que c'est un projet de loi de finances élaboré par un gouvernement sortant. Donc, sur le plan de l'éthique, il ne peut pas, ce projet, proposer des ruptures par rapport à la politique que ce gouvernement a menée. Je veux dire, il ne peut pas venir avec des mesures, qui peuvent créer une rupture au niveau de sa politique économique, sachant bien entendu qu'encore une fois que le gouvernement qui va venir a la latitude
sur la base de son programme de gouvernement, sur la base de ses priorités, de reprendre, comme j'ai dit, ce projet. Donc le projet qui est aujourd'hui déposé au Parlement, qui n'est pas encore voté, en attendant bien entendu que les choses se mettent en place, prend en considération la conjoncture internationale qui n'est pas des plus favorables, vous le savez, prend en considération la conjoncture que nous avons vécue en 2016, la conjoncture, j'allais dire, économique marquée par l'échéance électorale, marquée par une grande sécheresse, qui prend en considération l'ensemble des réformes qui ont été lancées. Donc ceci a donné des priorités suivantes. Donc encore une fois, la première concerne cette transformation de notre modèle de croissance, qui n'est plus un modèle basé uniquement sur la demande, mais un modèle qui doit donner plus d'espace et plus de, je veux dire, la priorité à l'industrialisation du pays, à la politique de l'offre, pour accompagner la politique d'accélération industrielle qui aujourd'hui donne d'excellents résultats. Et à travers cela, en découle l'ensemble des mesures fiscales dont je vous ai parlé tout à l'heure, IS 0 pour 5 ans pour les entreprises industrielles, le statut des exportateurs indirects, la relation entre les zones franches et bien sûr et l'ensemble donc disons, du territoire national sur le plan économique. Donc c'est cette transformation progressive de notre modèle de croissance qui trouve toute son expression dans ce projet de loi de finances, à travers les instruments déjà mis en place, donc la continuation au niveau du Fonds de développement industriel. Et encore une fois, ceci donne d'excellents résultats. Je veux parler du secteur d'automobile qui performe de manière extraordinaire dans notre pays, le secteur de l'aéronautique. Rappelez-vous, donc le contrat avec Boeing qui a été signé sous la présidence de Sa Majesté récemment. Donc ceci est une grande priorité. La deuxième priorité, c'est la continuité de l'ensemble des réformes déjà lancées. La réforme de la retraite, parce qu'il faudrait la mettre en place, et ça a un impact budgétaire. La régionalisation avec l'augmentation donc des transferts vers les régions, et le projet tel qu'il est déposé prévoit en tout presque 5 milliards 700 millions de dirhams qui vont être transférés aux régions. Donc l'accompagnement de ces réformes. Troisième priorité, c'est le maintien de tout le soutien au niveau sur le plan social, donc notamment à travers le Fonds de cohésion sociale, l'ensemble des programmes aujourd'hui, qu'il s'agisse de TIC, qu'il s'agisse de 1 million de cartables, qu'il s'agisse du RAMED, donc le maintien et la dotation donc de l'ensemble des programmes sociaux, donc des budgets nécessaires. Et le dernier point, qui est un point aussi important, c'est la continuité de cette réforme du cadre macroéconomique, d'assainissement des finances publiques, et je dois dire au prochain gouvernement, quand il va venir, qu'il va trouver quand même une situation des finances publiques meilleure que d'ailleurs le RNI quand il a rejoint ce gouvernement. Monsieur le ministre est fier en tout cas de ce qu'il a pu entreprendre ces 3 dernières années. Alors vous avez parlé de beaucoup de réformes que prévoit ce projet de loi de finances, en l'occurrence celle de la réforme de la caisse de la compensation. Ça concerne beaucoup de Marocains, de citoyens. Il y a ce démantèlement qui va se poursuivre des subventions. Concrètement, qu'est-ce que ça changera pour le consommateur, le citoyen? Dans le même sens, si tu permets, puisque j'aimerais parler aussi au nom du support que je représente, qui est ConsoNews, le premier journal dédié aux consommateurs. Parlons des priorités. Est-ce que le consommateur, le pouvoir d'achat, figure quelque part dans ces priorités et comment cela se manifeste? On va déjà répondre sur cette question de la caisse de compensation. On passe d'un budget de 15,5 milliards de dirhams en 2016 à 14,7. Ce n'est pas beaucoup pour 2017. Qu'est-ce qui changera concrètement? Alors la caisse de compensation, je pense qu'aujourd'hui, je dis pratiquement tous les Marocains connaissent cette contrainte que représente la caisse de compensation pour notre pays et pour notre budget, il faut bien le dire. Il y a eu une action qui a été entamée pour réformer ce système, où tout le monde s'accorde pour dire que globalement ce système n'est malheureusement pas forcément juste parce qu'il soutient un certain nombre de produits et bien sûr, tous les Marocains en profitent, mais ceux qui sont les plus riches, qui profitent peut-être un peu plus que les autres. Bon, bref. Donc, le budget consacré à la caisse de compensation a atteint des niveaux intolérables. 52 milliards en 2012. Et ça commençait à présenter vraiment réellement un danger
au niveau donc, du budget. Donc il y a un début donc, de réforme qui a touché, réussi d'ailleurs, dans sa première partie, la réforme de la compensation des hydrocarbures. Et ça a coïncidé, une chance pour notre pays, avec la décrue. Donc quand vous voyez aujourd'hui le recul du budget consacré à la caisse de compensation, ceci est dû en grande partie, en grande partie, à la décrue importante des prix des hydrocarbures dans le monde. Ce qui a également aidé pour le déficit budgétaire, pour la balance commerciale. Bien entendu. Alors aujourd'hui, effectivement, il reste 3 produits dans cette caisse de compensation. Il y a le sucre, il y a le gaz butane et il y a la farine. Le blé. La loi de finances, le projet, tel qu'il a été déposé, ne tient pas compte demain des décisions qui vont être prises au niveau de la caisse de compensation. Pour la simple raison, c'est qu'encore une fois, il faudrait faire passer des décrets. Il faut passer éventuellement, donc prendre des décisions au niveau du gouvernement, que ce gouvernement sortant, je reviens à l'éthique et je reviens aux règles, j'allais dire politiques, ne pouvait pas le faire. Donc bien entendu, le prochain gouvernement aura, s'il le souhaite, à continuer la réforme dans le sens de rendre, cette compensation plus juste. D'ailleurs, quand je dis plus juste, c'est-à-dire les marges budgétaires qui pourront être dégagées doivent absolument aller pour soutenir des catégories sociales qui sont dans le besoin, qui sont dans la précarité, qui sont dans le monde rural, qui vivent dans le montagne et qui manquent donc de services publics. Et je pense pour notre pays, cette politique est viable, c'est-à-dire reprendre d'un système égalitaire et encore une fois parfois inefficace et réaffecter ces ressources aux personnes et aux citoyens qui en ont le plus justement, besoin. puisque vous parlez de services publics, par rapport au budget qui est alloué à des ministères clés, en tout cas qui concernent le service public, en l'occurrence l'éducation nationale et la santé, les 2 budgets de ces 2 ministères ont été revus à la baisse. En tout cas, les crédits alloués à ces 2 ministères ont été revus à la baisse. Vous voulez que je réponde? Oui. C'est pas vrai? Aujourd'hui, pour l'éducation... Non, attendez. Non, c'est pas vrai. Pour l'éducation nationale, il y a un changement de stratégie. Donc, et on met moins d'argent? Non. On met moins d'argent au niveau du central et on va mettre plus d'argent au niveau des académies. Très bien. Et au niveau de la santé, au contraire, depuis 2008 à 2016, à 2015, le budget de la santé est passé de 8 milliards à 13 milliards. Il va continuer par rapport au projet qui est déposé. Donc il faut, encore une fois, faut faire une lecture des chiffres, pour faire une lecture globale, parce qu'il n'y a pas que le budget général, il y a bien entendu les établissements. Quand vous voyez les postes budgétaires ouverts au niveau pour la santé, ça c'est les postes budgétaires ouverts au niveau du ministère de la Santé. Mais le ministère de la Santé, il a les SEGMA, il y a les CHU, il faut lire, il faut avoir une lecture consolidée des chiffres. Moi j'ai une autre lecture des finances sociales au Maroc. Je vous en Parce prie. qu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, en termes de politique publique, lorsqu'on veut commenter les politiques publiques sociales, on s'adresse à l'approche structurelle par département. À mon avis, c'est pas vrai. C'est pas la bonne juste démarche. Du fait que pas tous pour la simple raison, les départements sociaux n'ont pas tous ou toutes des dépenses à caractère social. Et les départements, disons, productifs, ils ont des dépenses à caractère social, bien qu'ils ne sont pas pourvus de la vocation sociale. C'est la raison pour laquelle la bonne démarche d'analyse, je pense, il réside dans la nomenclature fonctionnelle du budget de l'État qui n'est jamais commentée par le Parlement. J'ai assisté à beaucoup de séances, jamais on discute toujours le budget par la nomenclature administrative. Mais il y a une nomenclature fonctionnelle dans laquelle il répartit les missions de l'État. Et ça, je veux ouvrir une petite... On a essayé de s'inspirer de la France, de beaucoup de choses. Seule une chose qui a manqué, c'est que désormais, le gouvernement devrait discuter avec le Parlement en termes de mission. C'est-à-dire, le citoyen ne s'intéresse pas, il s'intéresse à l'outcomes, l'impact de la dépense. Pas vous avez construit un hôpital. À quoi sert construire un hôpital et ne pas construire la chaussée qui ramène à l'hôpital. Et donc, lorsqu'on parle, il faut raisonner en termes de transversalité, d'intersection entre les départements, chose qui faisait cruellement de fond dans la loi organique des finances par rapport à nos homologues français. C'est la raison pour laquelle moi j'ai entendu, et Monsieur le ministre, je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre, j'ai
J'ai discuté ça avec des collègues du ministre. Ils m'ont dit qu'il y a une réforme aujourd'hui qui est en cours. Oui, c'est la loi organique des lois de finances. Non, c'est très simple. Qui adopte une approche par projet, par programme. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Alors, ce que je veux dire que demain, moi, avec toute la neutralité du monde, je veux que demain entendre un bon débat entre le gouvernement et le Parlement. Au lieu de faire venir un département qui a quelques miettes d'argent et commencer à le tabasser sur des rubriques, alors que le pouvoir parlementaire, il savait déjà qu'il est devant l'irrecevabilité de ces amendements. Alors, on discute les missions. Le gouvernement, il vient, il dit, voilà dans mon programme stratégique, voilà les missions de l'État marocain. Le mission 1, il y a l'interférence du ministre de l'Intérieur, de la Santé et de l'Agriculture. La mission 17, ceci est particulièrement vrai si l'on sait que le Maroc s'est engagé en septembre 2015 pour réaliser les objectifs de développement durable aux Nations Unies. On écoutera justement M. Khelem sur cela. Avec la nouvelle constitution, M. Harafé, on a déjà que le Parlement est doté d'une prérogative concernant l'évaluation des politiques publiques. Et là-dessus, on a travaillé au sein du Parlement. Maintenant, il y a des travaux. Jamais le Parlement n'a évalué une politique publique. Maintenant, il y a un travail qui a été fait. Malheureusement, c'était en dernier. In extremis. Oui, exactement. Mais parce qu'il y avait une discussion au sein du Parlement cette évaluation des politiques publiques. Quelle est cette politique publique? Donc il y a eu tout un débat. Non, moi je veux parler simplement de la compensation. La compensation, c'est avec ce gouvernement, on a passé d'une vision à un système de ciblage. La compensation telle qu'elle a été prévue reste toujours. On parle de RAMED, on parle des handicaps, on parle de la classe sociale. Donc, maintenant, il y a un système de ciblage qui a pour mission et qui a pour vocation très intéressante au niveau de certaines couches qui n'ont jamais fait l'objet c'est l'aspect social. Oui, de cet aspect social. Donc, à mon avis, même quand vous avez parlé de 14 milliards, c'est plus 14 milliards, c'est 14 milliards, oui, mais c'est 11 milliards. C'est 11 milliards pour les 3 produits et 3 milliards, c'est pour les mesures d'accompagnement pour réussir ce système de compensation. S'il vous plaît. J'ai un petit commentaire. Un petit commentaire et puis je veux parce qu'il a prononcé un concept très important qui a été réaffirmé par la Constitution, les politiques publiques. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire d'abord. Est-ce que c'est le plan stratégique de gouvernement? Est-ce que le plan d'étape, etc. On n'a pas de définition jusqu'à l'heure actuelle. Mais il y a une règle générale on ne peut pas évaluer des politiques publiques sans pouvoir les harmoniser. Il faut harmoniser les politiques publiques. C'est ce que vous disiez. Voilà, il faut les harmoniser. Plusieurs ministères qui travaillent ensemble. Avoir un système d'information au niveau du gouvernement qui permet de piloter les politiques publiques et par la suite on peut parler. C'est ça l'handicap parce que c'est une attribution intrinsèque au Parlement. Même la Cour des comptes n'a pas la compétence d'évaluer des programmes, pas des politiques publiques. On est en collaboration avec le Parlement actuellement. Moi, je viens d'apprendre une information quand même d'une certaine gravité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système de ciblage. À ma connaissance, il y a eu une tentative de rentrer dans un mécanisme pareil, mais qu'on n'a pas pu valider le schéma de fonctionnement de ce mécanisme. Je me pose la question, est-ce qu'effectivement, il y a eu des démarches dans ce sens? Je voudrais rebondir par rapport sur la question de la mission publique. Il ressort qu'effectivement, il y a un manque de débat à ce niveau-là. Ça me ramène à ma première lecture. Est-ce que des parlementaires, des politiques en général, qui n'ont pas la question économique au cœur de leur débat au moment de la campagne électorale, au moment où ils prennent, par exemple, un café entre eux, est-ce que cette espèce politique, aujourd'hui, serait en mesure de mener un débat de la sorte? Parce que quand on parle mission, on a à l'esprit l'image de l'entreprise qui a des résultats. Or que pour l'État, ce n'est pas des résultats financiers, pas principalement en tout cas, mais c'est surtout des résultats de missions publiques et de services publics et de
je voudrais revenir à ma question sur le pouvoir d'achat. Est-ce que le gouvernement n'a pas, parmi ses missions, l'amélioration du bien-être de tous les Marocains à travers principalement l'amélioration du pouvoir d'achat? Une petite remarque, si vous permettez, concernant le programme, concernant les élections. Je ne crois pas que n'importe quel parti a un programme électoral là où il y a tout ce qui aborde le côté économique. Je ne crois pas. Donc, pourtant, s'il n'y a pas une discussion, mais pourtant, ça doit l'être. Brièvement, il nous reste très peu de temps, messieurs, pour qu'on finisse en tout cas sur une note explicative et qui rejoint la question première. Nous n'allons pas nous inquiéter, vu qu'il n'y a pas de loi de finances, tout fonctionnera comme nous l'a confirmé Monsieur le ministre en début d'émission, tout fonctionnera comme sur des roulettes. En attendant le nouveau gouvernement. Non seulement qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais je voudrais rassurer sur le plan, encore une fois, de gestion quotidienne. Ceci ne fera pas l'économie demain de vote, de projet, de loi de finances avec le prochain gouvernement. Mais pour l'ensemble des citoyens qui nous écoutent, des entreprises, des administrations, sur le plan, encore une fois, technique, budgétaire, il y aura une continuité parfaite. Je voudrais rebondir sur deux choses. D'abord, quand on fait une loi de finances, ou un projet de loi de finances, bien sûr, il faut avoir des instruments de lecture. Donc, il faut le lire dans sa globalité. On a parlé tout à l'heure des secteurs sociaux. Vous savez que ce gouvernement, bien entendu, avant qu'il se transforme en gouvernement de gestion courante, nous avons pris une grande décision, au vu des difficultés de la rentrée scolaire, d'ouvrir 11 000 postes budgétaires qui ne sont pas ouverts au niveau de la loi de finances, qui sont ouverts au niveau donc, des académies, à travers donc, des contrats avec des enseignants. 11 000. 11 000, c'est pratiquement la moitié de ce que nous ouvrons au niveau des postes budgétaires. C'est énorme. Et bien entendu, dans le projet qui est déposé, il y a une augmentation substantielle au niveau des investissements de ce secteur. Je pense que le gouvernement doit être... Alors, pour le pouvoir d'achat, un gouvernement ne vaut rien s'il ne fait pas attention au pouvoir d'achat des citoyens. Et je pense que ce pouvoir d'achat, bien entendu, il y a la question des salaires, mais la fiscalité, elle n'est pas touchée. L'inflation, elle est maîtrisée. L'année prochaine, on prévoit une inflation autour de 1%. On est toujours très optimiste. Ceci dit, dans nos projections, dans les projets de loi de finances. C'est normal parce que c'est normal parce que nous n'avons plus de temps. Parce qu'il y a une conjoncture aussi internationale qui peut dicter des changements, des rebondissements, des chocs. Le Maroc est ouvert sur le monde extérieur, mais il a toujours bien géré ces chocs. Et notre économie et nos finances publiques sont résilients. Nous avons pu s'adapter malgré l'ensemble des chocs que notre économie a subis depuis 2008. Et l'économie mondiale également. Merci. Je vais terminer par un dernier mot, M. Al-Arafi. Avec une recommandation d'une personne très modeste, humble, au futur gouvernement. Au prochain gouvernement. Au prochain gouvernement, il faut qu'il travaille un petit peu sur les budgets participatifs. Il faut que le citoyen s'implique davantage dans le processus budgétaire. Il y avait une petite mesure qu'avait adoptée le gouvernement sortant, c'est l'adoption des budgets citoyens. Il nous a fait gagner beaucoup de points en termes de open budget. Mais ça continue. Je pense que les finances publiques sont plus importantes pour qu'ils soient l'apanage exclusif des experts et des initiés. C'est l'argent public. Il faut vulgariser et je profite de l'occasion pour vous remercier de votre initiative d'ouvrir ce débat sur la loi de finances. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté l'invitation, M. Khairoun. Un dernier mot pour conclure le débat. Vous étiez président de la Commission des finances à la première chambre. Cette loi, vous en avez vu des projets de loi de finances. Peut-être comme M. Al-Arafi, un petit conseil au prochain gouvernement. Moi, en tant qu'élu, je dis simplement que les parlementaires ont un rôle très important qu'ils doivent jouer au cours de cette prochaine législature. Oui. On a travaillé avec Monsieur le ministre. La loi de règlement, on a travaillé avec une approche participative entre le Parlement et le gouvernement.
et pas d'amendement très importante, que ce soit au niveau de la loi de règlement, de la loi organique, et même d'importants amendements au sein de la Commune pour les projets de loi de finances ont été adoptés, que ce soit à l'unanimité par tous les groupes parlementaires, ou bien entre opposition et majorité aussi. Je vais te faire un dernier mot. À la fin, moi, j'ai un souhait. Je souhaite vivement que le futur gouvernement prenne sa responsabilité en ce qui concerne la rediscussion de cette loi de finances pour qu'il l'assume pleinement par la suite et qu'il puisse la défendre comme il se doit. Et je voudrais enfin exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous. Et je vous remercie tout particulièrement, ma consoeur. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Écho. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'Hebdo Écho que nous avons consacré au projet de loi de finances. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22h pour un nouveau numéro de l'Hebdo Écho sur ce excellente suite des programmes sur notre antenne.